Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Quand nous, les médias, parlons de banlieue, c'est rarement sous un angle très positif. Mise en avant de violences, de faits divers ou d'une précarité sociale bien souvent déformée par les discours politiques, les banlieues françaises souffrent d'une très mauvaise image. Mais en fait, c'est quoi une banlieue ? Qui sont les personnes qui y vivent et comment ? Et quand on habite en banlieue, est-ce forcément une mauvaise nouvelle ? Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs et le thème du jour, c'est les banlieues pour sortir des clichés. Et pour cette émission, nous parlerons principalement des banlieues nantaises dans toute leur diversité et leur complexité. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons en studio 2 personnes qui sont en face de moi, sagement assises. Amélie Nicolas, vous êtes docteure en sociologie, vous êtes responsable d'un enseignement à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, l'ENSA, où vous proposez aux étudiants de 2e année une enquête de terrain sur le logement social de la ville. Vous enseignez également en master de sciences politiques de l'Europe à la fac de droit et de sciences politiques sur les questions de politique urbaine, en abordant notamment les enjeux de violence urbaine et de violence sociale. Et enfin, vous êtes rattaché au laboratoire Ambiance, Architecture et Urbanité. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Nicolas Rimbaud, vous êtes le responsable du Master 2 Ville et Territoire et maître de conférences en géographie à Nantes Université. Vous êtes également le chercheur au laboratoire Espace et Société et vous travaillez notamment sur la géographie des classes populaires, de leur lieu de résidence à leur lieu de travail. Vous avez écrit plusieurs articles passionnants avec des superbes cartes très colorées qui sont accessibles sur le site Atlas social de la métropole nantaise. Et j'invite nos auditeurs et auditrices à aller y jeter un œil en tapant asmn.univ-nantes.fr et vous trouverez. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc avec vous, Amélie Nicolas et Nicolas Rimbaud, nous allons essayer de dresser un portrait juste et scientifique des banlieues nantaises, loin des contraintes de l'actualité et des clichés qu'on entend souvent. Nous entendrons également les habitants et habitantes, adultes et enfants de certains quartiers nantais dont la parole a été recueillie par Célie et Laurie, bénévoles au Labo des Savoirs. La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Et des clichés sur les banlieues, on en a tellement qu'on a fini par les refiler à une intelligence artificielle, Midjourney, une IA qui génère des images à la demande, qui a représenté des lieux sales, des tags, des déchets et des personnes tristes quand on lui demande de générer des images de banlieues françaises. Alors, on va commencer par définir de quoi on parle, parce que banlieue, finalement, c'est un thème bien plus large qu'il n'y paraît. Une banlieue, c'est quoi ? Et je pose la question d'abord à Amélie Nicolas. Comment on pourrait définir ? Alors, c'est beaucoup de choses, mais peut-être revenons déjà à l'étymologie, tout simplement, de ce mot, banlieue, à une lieue de la ville consolidée. Et depuis le Moyen-Âge, on avait, par proclamation officielle, des formes d'exil dans cette banlieue où se regroupaient des personnes déchues de leurs droits, des indésirables. Donc, il y a une violence symbolique très simple à l'usage même de ce mot banlieue, si on se réfère à cette étymologie. Et donc, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, de ces questions de stigmates ou de représentation attachées à ces territoires. Et vous, Nicolas Rimbaud, est-ce que vous avez une définition ? Alors oui, il y a une définition officielle qui découle de cette étymologie-là, mais qui va désigner un ensemble d'espaces assez banals finalement et assez communs, qui sont donc l'ensemble des communes en dehors des villes-centres, mais qui font toujours partie des agglomérations urbaines. Donc si on prend le cas nantais, quand on part du centre-ville de Nantes, une fois qu'on franchit les limites de Nantes, on reste dans l'urbain, dans un urbain relativement dense, d'immeubles, de maisons, de zones d'activité. Et on peut se retrouver à Saint-Herblain, par exemple, ou à Saint-Sébastien. On est toujours dans l'agglomération urbaine nantaise, on n'est plus dans la ville de Nantes, on est donc dans la banlieue de Nantes. Donc c'est ça la banlieue officielle au sens de l'INSEE. C'est l'ensemble de ces communes qui sont encore urbaines, encore denses,
mais en dehors de la ville-centre, ici en l'occurrence en dehors de Nantes. Et donc ce sont les communes qui sont devenues urbaines à la faveur de l'extension urbaine à partir de l'industrialisation principalement. Et dans le cas nantais, qui s'est surtout accéléré au cours du XXe siècle. Donc on va retrouver dans ces banlieues des espaces d'immeubles, par exemple de logements sociaux, mais pas tant que ça, on va y revenir. Beaucoup de maisons, de pavillons, beaucoup de zones d'activité économique, beaucoup de zones commerciales. Donc un portrait très large finalement. La métropole de Nantes compte 10 quartiers en dehors de l'hypercentre. Je vais en citer quelques-uns pour les Nantais qui nous écoutent. Il y a Saint-Félix, Zola, les Dervalières, Bellevue, l'île de Nantes. Tout ça, c'est des quartiers qui, en tant que Nantais, peuvent évoquer des images très différentes. Est-ce que dans ces quartiers, est-ce que ce sont des banlieues? Est-ce qu'il y a une vraie frontière ou est-ce que c'est juste une division administrative un petit peu aléatoire? Alors, c'est là qu'il y a un piège. C'est que les quartiers que vous avez cités, à part Bellevue, aucun n'est officiellement en banlieue. Parce que la majorité des quartiers de grands ensembles de logements sociaux, c'est-à-dire les quartiers de Bar et de Tours auxquels on pense quand on dit banlieue, sont à l'intérieur de la commune de Nantes. Donc ce n'est pas dans la définition que je viens de donner, puisqu'on n'est pas en dehors de la ville-centre. À part Bellevue, qui est à cheval entre deux communes, Nantes et Saint-Herblain. Et Saint-Herblain, c'est officiellement de la banlieue. Donc il faut faire attention à ça. On peut dire qu'il y a deux définitions. Une définition dans le langage courant, qui n'est pas la définition officielle, et puis la définition officielle qui est beaucoup plus vaste, en fait, et qui regroupe beaucoup de communes. Alors peut-être, donc, vous avez cité un certain nombre de quartiers. Moi, je voudrais citer un certain nombre de communes de banlieue, pour faire un peu contraste. Donc les communes de banlieue qu'on trouve donc dans l'agglomération nantaise, on les connaît assez bien. Il y a les grandes communes de banlieue, Saint-Herblain, Rezé, Saint-Sébastien, Orvaux. Et puis il y a aussi des communes un petit peu plus lointaines qui sont encore dans la banlieue, parce que l'urbain reste dense. Par exemple, Couéron, Sautron, Saint-Aignan-de-Grandlieu, c'est la fin de la banlieue nantaise. Voilà. Et après, ces communes-là, on arrive dans un paysage beaucoup moins dense, avec beaucoup plus d'espace agricole. C'est le périurbain. Donc, il y a aussi un ensemble de fantasmes sur la couronne périurbaine, et c'est des espaces assez différents. Et les quartiers que vous avez cités, on les imagine banlieues parce que ce sont des quartiers globalement plus défavorisés que les autres quartiers. Les populations qui y résident, en tout cas, ont des revenus moindres, sont plus souvent précaires que les autres. On va revenir un peu plus largement sur leurs caractéristiques sociales. Au contraire, les communes de banlieue sont plutôt plus riches que la moyenne des communes de l'ensemble urbain nantais. Elles sont presque toutes plus riches que la ville de Nantes. Et aussi généralement un peu plus riche que la couronne périurbaine. Et la commune la plus riche de Loire-Atlantique, je sais pas, de l'aire de la grande aire d'attraction de Nantes en tout cas, c'est Sautron, et c'est en banlieue. Voilà. Alors j'ai pris quelques chiffres. Nantes, Rezé, Saint-Herblain, on a à peu près 20 000 euros de revenus médians moyens, voilà, quand on regarde toute la population de ces communes-là. En général, les autres communes de banlieue toutes les autres communes de banlieue sont plus riches que ça. Elles sont au moins à 21, 22, 23 000, jusqu'à Sautron, qui est, je suis allé vérifier ce matin, à 29 000 euros de revenus médians. Donc c'est nettement plus riche que Nantes. Ah oui, donc rien à voir avec l'image des banlieues très précaires qu'on peut avoir quand on pense à ce mot banlieue, dont vous nous avez donné l'étymologie tout à l'heure, Amélie Nicolas. Est-ce qu'il y a historiquement une explication à ces différents quartiers qui peuvent être très différents l'un et l'autre? Oui, il y a une histoire sociale des quartiers nantais, bien sûr. C'est intéressant de revenir sur ces mots aussi entre des quartiers, des faubourgs. En fait, tu parlais, Nicolas, de l'extension, de l'histoire de l'extension urbaine, d'une histoire de la ville, avec des faubourgs ouvriers qui, on peut prendre à Nantes le quartier Madeleine-Champ-de-Mars au 19e siècle déjà, et on peut prendre le quartier des conserveries de la Ville-en-Bois, qui est situé un peu en amont de la place Canclos, et où on a une histoire de ces faubourgs ouvriers qui aujourd'hui sont complètement... à part quelques traces, quelques bâtisses, certains hangars, garages, qui sont aujourd'hui complètement requalifiés dans ce qu'on appellera la gentrification possible de ces quartiers-là. Et donc après, effectivement, on a des logiques d'extension urbaine plus larges. Dans le cas nantais, je reprends ces communes ouvrières
ouvrières et populaires qui ont été annexées en fait à la ville de Nantes en 1908, Doulon et Chantenay, qui sont pareils aujourd'hui des quartiers qui sonnent, alors Doulon sans doute différemment que Chantenay aujourd'hui, qui est un quartier plutôt prisé de la ville de Nantes. Et puis là, je reviens sur ce que tu disais, sur ces extensions plus contemporaines de banlieues pavillonnaires ou où le désir d'habiter, de la propriété individuelle et de la maison, a été est passé au XXe siècle sur ces territoires-là. Mais bon, c'est très divers en fait de la manière dont on peut parler de ce mot banlieue au sens général, quoi. Est-ce qu'on peut dire que la métropole nantaise, parce que là on a parlé de Sautron, on a parlé des anciens faubourgs, on a parlé de Bellevue, est-ce que c'est une métropole qui est très contrastée par rapport à d'autres métropoles françaises ? La métropole nantaise, elle est assez représentative des grandes villes françaises et généralement dans la moyenne des grandes villes françaises. Donc on a là un mix entre ce qu'on peut trouver à Bordeaux, à Lyon ou à Toulouse ou à Angers ou à Rennes. On a une position à peu près médiane. On est ni dans l'extrême cas parisien ni dans l'extrême cas de l'autre côté, on pourrait dire marseillais. C'est quelque chose d'un peu intermédiaire. Donc, et ce cas intermédiaire a des contrastes assez marqués. Et autant je disais que le revenu médian de la ville de Nantes est plus bas que dans les communes de banlieue, mais c'est parce que dans la ville de Nantes, et c'est aussi le cas à Saint-Herblain-à-Rozay, on a à la fois des gens très modestes et des gens plutôt riches. Et donc c'est une moyenne qui rend compte de cela. Alors que dans des communes qui sont plus spécialisées résidentiellement, comme Sautron, on n'a que des gens, essentiellement des gens aisés. On n'a pas ce contraste-là. Donc, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'on a un contraste en fait à une échelle assez fine. Dans la commune de Nantes, on va avoir des quartiers très différents qui sont très proches les uns des autres. Et peut-être le plus marquant, c'est l'ouest de la commune de Nantes, où on va passer des quartiers les plus huppés nantais, qui sont juste avant le parc de Procé, entre le centre-ville et le parc de Procé. Et puis, une fois qu'on passe derrière le parc de Procé, on arrive assez vite à Audervallières, au Breil. Et là, on est dans des quartiers très populaires, mais toujours dans la commune. Il y a une frontière un peu visible de cette espèce de différence entre les deux quartiers qui est très contrastée ? On le voit très bien dans le bâti, parce qu'on passe de maisons à des immeubles des années 60-70. Donc c'est une frontière une limite visible. Mais en même temps, on passe très rapidement d'un endroit à l'autre. Alors, quand on tape banlieue pour avoir des informations sur Internet, on trouve en fait plein d'autres termes qui n'est pas le terme banlieue. Je pense notamment aux ZUS, les zones urbaines sensibles, mais aussi aux quartiers prioritaires de la ville. C'est des termes qui se ressemblent. Est-ce que ça veut dire la même chose ou est-ce que c'est vraiment différent ? Alors là, on va rentrer dans toute l'histoire de la politique de la ville et de la géographie prioritaire. Donc on est plutôt sur des dispositifs d'action publique urbaine et sociale. Quartier prioritaire de la ville, c'est des géographies, une cartographie en fait de la concentration de la pauvreté ou des poches de pauvreté qu'il y a sur des territoires. Et j'aurais tendance à dire que la géographie prioritaire de la ville et les quartiers prioritaires de la ville vont plutôt engager, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, vont plutôt engager une approche, une option urbaine un peu de la politique de la ville, alors que la qualification zone urbaine sensible est plutôt un regard sur les dimensions sociales et de l'action sociale et de l'éducation, par exemple, qu'on pourra avoir sur un quartier. Mais on en reparlera parce que c'est vraiment sur ces quartiers prioritaires et ou sensibles une hésitation dans l'histoire de la politique de la ville entre un curseur social et un curseur urbain, de transformation urbaine, qui a toujours été plus ou moins négocié selon les époques et les moments. Nicolas Rimbaud, vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être pour compléter un peu le panorama, et puis ensuite on parlera plus des dispositifs et des habitants. Les quartiers qui sont dans cette géographie prioritaire de la ville donc ont été désignés comme des quartiers à enjeu et à action publique, qu'on détaillera un petit peu après. Ça regroupe environ 50 000 habitants dans Nantes Métropole. Ils sont principalement dans la commune de Nantes, mais comme je disais, il y a quelques quartiers qui sont dans des communes de banlieue officielles. Donc à Saint-Herblain, vous avez Bellevue et Sillon de Bretagne.
À Rezé, il y a Château de Rezé. Et puis à Orvaux, il y a Plaisance, le quartier de Plaisance. Voilà pour le panorama. Donc ça, c'est 50 000 habitants en tout. Et pour l'autre, la définition officielle de la banlieue. Donc ça, c'est une définition, on va dire, un peu commune de la banlieue. La définition officielle de la banlieue, c'est, alors je n'ai pas compté le nombre de communes, mais c'est en tout 350 000 habitants voilà, dans toutes ces communes périphériques de Nantes. Donc voilà pour avoir des ordres d'idées. Et puis ces quartiers politiques ces quartiers donc désignés voilà, qui ont l'attention de la politique un peu particulière qu'on appelle politique de la ville. Donc c'est des quartiers qui se caractérisent par une concentration de logements sociaux. En fait, ça permet de repérer où se concentre le logement social dans l'agglomération nantaise ou dans les autres villes françaises. Et c'est ça qui les distingue des autres quartiers. Mais pour autant, le logement social n'est pas uniquement concentré dans ces quartiers-là. Il y a aussi du logement social de manière plus diffuse. Mais c'est vrai que c'est une bonne partie du logement social, et notamment le logement le plus social qu'on retrouve dans ces quartiers-là. Celui vraiment avec des loyers vraiment modérés, par opposition, par exemple, à du logement social plus récent qu'on a construit dans les années 2000, qui est un logement social globalement plus cher, qu'on va retrouver par exemple sur l'île de Nantes, où il y a 25-30%, peut-être plus, de logement social. Il y en a pas mal, mais ce n'est pas le même type de logement social. Donc évidemment, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Et le logement sera le grand thème de notre deuxième partie. J'ai cherché des chiffres justement sur ces fameux quartiers prioritaires de la ville qui ont été fournis par Nantes Métropole en février 2023. C'est le plus récent que j'ai pu trouver. Je vais vous en citer quelques-uns, comme ça va nous faire aussi un petit portrait. 38% des habitants de ces quartiers ont moins de 25 ans. Presque la moitié des ménages, donc à peu près 46%, seraient composés d'une personne seule. Les familles monoparentales, elles, représentent 20% des ménages. Et le niveau de vie moyen tourne autour de 1 223 € par mois précisément. Donc c'est moins que le SMIC, puisque le SMIC était à cette même époque à 1 380 net. Pourtant, et c'est important de le préciser, il n'y a que 25% des ménages dont le revenu est composé à 100% d'aide sociale, ce qui va aussi contre certains clichés qu'on peut avoir. Et enfin, le taux de pauvreté dans ces quartiers prioritaires est évalué à 44% par la métropole de Nantes. C'est des chiffres qui veulent dire plein de choses et en même temps pas dire grand-chose. Amélie, Nicolas, vous invitez vos étudiants en deuxième année à réaliser une enquête de terrain sur le logement social à Nantes. Est-ce que vos étudiants vont dans ces quartiers prioritaires? Est-ce qu'ils rencontrent les habitants? Est-ce qu'ils reviennent avec des choses nouvelles? Oui, c'est tout l'enjeu d'amener les futurs architectes à s'intéresser, à regarder, à comprendre les espaces habités, les manières de... Alors c'est surtout de s'approprier en quelque sorte ces architectures dont on a un peu évoqué le nom, des grands ensembles dans ces quartiers de concentration de logements sociaux, majoritairement construits après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où voilà, on est dans du baby-boom, dans de l'exode rural, dans des vagues aussi de relogement suite aux destructions de la guerre, à la question de l'immigration et du rapatriement qui va arriver notamment dans les années 60. Enfin voilà, il y a tout un contexte avec un besoin massif de logement. Donc on a vraiment construit ces immenses quartiers dans les fameuses ZUP. Encore c'est le monde des acronymes, des zones à urbaniser en priorité. Donc à partir de 58, et donc Bellevue par exemple, cette année on travaille avec les étudiants sur Bellevue et sur la question du Grand Bellevue, donc du renouvellement urbain de Bellevue qui est en train de se passer en ce moment. C'est assez impressionnant. On est parti avec les étudiants sur le terrain au démarrage de ce cours là en septembre, et allez-y quoi, c'est vraiment des démolitions dans l'espace public. Donc les habitants vivent les travaux et voient voilà, tout autour de la place centrale, de la place Mendès France, il y a un certain nombre de démolitions. Alors tout ça est extrêmement bien mené par les acteurs de la politique de la ville, qu'on a pu rencontrer également. Donc les étudiants rencontrent aussi ces acteurs-là sur cette question du relogement. Tout ça, il y a une concertation, c'est très encadré. Et donc, oui, nos étudiants partent sur le terrain et ont pour enjeu de rencontrer les habitants. On travaille on choisit des immeubles, des opérations pour lesquelles ils investiguent de l'espace public. En fait, on a un peu une phrase type comme ça, c'est
comment aller de l'espace public à l'espace intime du logement. Donc, par des rencontres, par le jeu de l'enquête, voilà, ils finissent par faire des entretiens au domicile des gens qui les accueillent et qui leur racontent comment vivent le quartier, le logement, l'immeuble, les questions de voisinage, la condition habitante au sens large. Donc, c'est une belle expérience pour eux. Ça doit être très enrichissant, effectivement, de rencontrer ceux qui vivent dans ces quartiers-là et qui racontent vraiment leur point de vue Oui. de l'intérieur. Voilà. Et on a, après, on a des représentations très diverses et variées en fonction de est-ce que je suis famille monoparentale, est-ce que j'habite là depuis longtemps. Donc on reconstitue en fait ce qu'on appelle des trajectoires socio-résidentielles et les étudiants se retrouvent à avoir un panel de représentation. Donc c'est plutôt des fragments expressifs de la vie des habitants, plus qu'une enquête au sens quantitatif voilà, mais c'est très parlant. Mais peut-être qu'il faut présenter un peu plus les habitants justement de ces quartiers-là, dans leur diversité justement, parce que ça c'est tout à fait juste. Et parfois on avait tendance à les présenter de manière très monolithique et avec des termes très peu sociologiques aussi, en les présentant soit voilà, comme des pauvres ou des exclus. Des gens voilà, exclus, voire des termes plus péjoratifs que je préfère ne pas trop développer. Et ce qui les caractérise avant tout, en fait, c'est de faire partie des classes populaires, mais avec un pluriel. Les classes populaires sont très diverses. C'est assez différent, par exemple, de l'image qu'on avait de la classe ouvrière pendant les 30 Glorieuses. Et donc, les classes populaires, c'est l'ensemble des gens qui, majoritairement, travaillent. Donc, c'est bon de rappeler que voilà, la majorité de cette population travaille. Alors, parfois, et trop souvent de manière précaire. Donc, ça peut aussi comprendre des périodes de chômage, mais c'est des gens qui sont liés au travail. C'est parfois du travail au noir aussi, qui est une autre question. Mais globalement, donc, des gens qui occupent des emplois qui se caractérisent comme étant des emplois subalternes, qui sont des emplois où il y a assez peu d'autonomie et assez peu, on va dire, de valorisation collective, finalement, sur le travail réalisé, et qui se traduisent notamment par des petits revenus et une moindre protection en termes de contrat de travail. Ce qui caractérise justement les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux, c'est la part très importante de classes populaires dans ces quartiers-là, qui est largement supérieure à la moyenne. Alors c'est important d'avoir des grands chiffres. Dans l'agglomération nantaise, on a 40% de classes populaires. Donc, près de la moitié des habitants de l'agglomération nantaise sont des ouvriers ou des employés qui gagnent autour du SMIC, plus ou moins. Voilà. Pour les plus stables d'entre eux, en fin de carrière, on arrive à des montants plus élevés, mais on est sur des revenus assez modestes. Et ça, c'est 40% de la population. Dans ces quartiers-là, cette part-là va augmenter à 60, 70, voire 80% selon les cas. C'est jamais 100% non plus. Donc, il y a aussi une part de gens plus aisés dans ces quartiers-là, notamment des professions intermédiaires qui occupent ces logements parce que ce logement social est un logement qui a un certain nombre de qualités. Globalement, les quartiers dont on parle, ils sont plus proches du centre de Nantes que le reste de la banlieue, puisqu'on est dans la ville de Nantes, généralement au niveau de la bordure, on est voilà, sur les quartiers les plus périphériques, mais à l'intérieur de la commune de Nantes. Malakoff mis à la part, Malakoff qui est très central pour le coup. En préparant cette émission, vous m'avez parlé du débat autour des effets de quartier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire ? Alors, la question des effets de quartier, c'est de se poser la question, est-ce que c'est un problème que les classes populaires se concentrent dans certains quartiers ? Et la réponse de l'action publique a été de dire oui, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a ces politiques de la ville qui visent à changer cette géographie-là. Peut-être Amélie, tu détailleras un petit peu après, mais voilà, qui vise notamment à déménager une partie de ces populations. Il y a un débat scientifique et il y a eu une première génération de travaux qui a plutôt insisté sur des aspects négatifs, plutôt sous un angle voilà, que la concentration de ces classes populaires pouvait créer des sous-cultures urbaines défavorables à l'intégration. Ça a été développé comme cela, avec notamment donc des sous-cultures qui pouvaient tourner vers des formes diverses de délinquance et un manque de modèle social issu de la diversité sociale, le fait de ne pas vivre à côté de personnes d'autres classes sociales qui pourraient donc donner à voir d'autres modèles de réussite sociale que la délinquance, qui est peut-être voilà, une version un petit peu caricaturale de l'analyse sociologique. Mais voilà, ça a été une thèse qui a eu beaucoup d'effets dans la sphère publique.
et qui a été très critiqué au sein de la sociologie urbaine. Alors l'autre aspect négatif qui a été développé et qui est très différent, c'est autour de la question de la ségrégation scolaire. Parce qu'à partir de la ségrégation résidentielle, on a aussi une ségrégation scolaire qui est accentuée en fait par des phénomènes d'évitement où les parents des enfants, les parents qui ont un peu plus de ressources que la moyenne, vont en général faire en sorte que leurs enfants soient dans d'autres écoles. Donc on va aggraver cette situation-là, qui a tendance à concentrer des enfants avec moins de ressources pour réussir, donc voilà, qui crée donc des classes globalement où la réussite est moins élevée, et également des endroits que les enseignants cherchent également à éviter du point de vue de leur carrière, donc avec des équipes pédagogiques qui ont aussi moins de ressources, qui sont moins stables. Voilà. Par contre, on peut voir un ensemble d'effets positifs, et les chercheurs qui parlent avec ces habitants-là voient bien aussi que les gens mettent en avant tout un tas de qualités dans leur quartier, et notamment c'est les effets positifs d'être à proximité donc de gens de la même classe sociale que soi, et donc avec qui on peut échanger plein de choses. Et notamment, ça permet de faire de l'entraide avec des gens qui ont des difficultés similaires en termes d'accès au travail. On peut s'aider. Si on habite à côté d'un cadre, c'est pas son voisin cadre qui va vous aider à trouver un nouvel emploi ouvrier, a priori. Alors que entre classes populaires, on peut connaître des bonnes agences d'intérim, on peut connaître des choses qui sont bien plus utiles. C'est aussi de l'entraide, par exemple, sur des démarches administratives, par exemple des aides sociales ou des questions de titres de séjour pour les gens qui sont immigrés. Voilà un ensemble d'exemples, mais aussi sur la consommation, des bons plans de consommation. Voilà. Et donc, c'est des choses qu'on a et qui vont même être renforcées par un réseau associatif qui est souvent assez fort dans ces quartiers-là et qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Voilà un ensemble d'effets positifs de la concentration pour ces classes populaires. C'est bien d'en parler, puisque souvent, ce dont on parle, c'est plutôt des violences. Et là, l'idée n'est pas forcément de refaire un bilan de toutes les violences qui ont eu lieu en 2023, mais ça fait partie des sujets qui ont été beaucoup abordés par les médias notamment. Cette entraide, on la traite un peu moins. Est-ce que c'est parce qu'on la connaît moins? Est-ce que c'est parce qu'elle est moins visible? Ou est-ce que c'est juste parce que nous, journalistes, on ne s'y intéresse pas? C'est sûrement toutes ces réponses à la fois, mais elle est moins médiatisée, ça c'est sûr. Et puis, elle n'est pas forcément mise en avant par les gens. Mais on le voit dans les enquêtes et dans les concertations, dans le cadre de la politique de la ville, où les gens ne souhaitent rarement déménager de ces quartiers-là. Donc, ce qui est un bon indicateur de leur attachement et donc de l'existence d'un certain nombre de qualités à ces quartiers. Mais je pense que c'est aussi une question de classe sociale. Les journalistes ne sont pas des classes populaires. La plupart des analystes et du personnel politique et les cadres de l'action publique territoriale ou les chargés d'opérations d'urbanisme ne sont pas des classes populaires et ne voient pas en fait ce type de phénomènes sociaux par leur position de classe, alors qu'on le voit beaucoup plus dans des quartiers de classe supérieure. Les classes supérieures sont plus ségrégées que les classes populaires, c'est peut-être bon de le dire. Ils se concentrent dans certains quartiers, par exemple dans des quartiers de sauterons, puisqu'on en a parlé, mais ça peut être aussi des quartiers plus centrales au sein de Nantes. Et si elles le font, ces classes supérieures, c'est parce qu'elles voient un avantage à se ségréger entre elles, à faire de l'entre-soi. Et ça, cet avantage-là, on le reconnaît facilement, médiatiquement. Il est mis en avant. Voilà, l'avantage de se retrouver entre pairs, d'avoir accès aux bonnes écoles, par exemple, pour les enfants, des choses comme cela. Donc, quand on parle de ségrégation sociale, finalement, en fait, c'est pas forcément dans les banlieues les plus pauvres, on va dire, que ce problème-là existe, mais plutôt dans les banlieues les plus riches, qui sont bien contentes de rester entre elles. Tout à fait. Et on vulgarise un petit peu. C'est exactement ça. C'est bien formulé. Et elles sont un peu plus ségrégées que les banlieues populaires, justement. La ségrégation la plus forte, c'est celle des classes supérieures. Les classes populaires, c'est la deuxième, quand on prend les différents groupes sociaux, c'est la deuxième ségrégation la plus forte, un peu en dessous. Et enfin, on a les catégories intermédiaires qui sont les moins ségrégées, qu'on retrouve quasiment partout. C'est ceux qui ramènent, qui font du liant, on pourrait dire, puisqu'on les trouve dans quasiment tous les espaces, avec des différences. Mais on les trouve aussi dans les espaces populaires, notamment. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Oui, je me souviens, il y a quelques années, je ne pourrais plus vous donner exactement la référence, un numéro de Place Publique, qui est cette revue de débat public que vous connaissez sans doute, où Elisabeth Pasquier, qui s'intéressait beaucoup aux questions de logements sociaux, était sociologue à l'école d'architecture aussi auparavant, avait écrit un article qui s'appelait « Il faut désenclaver Moncelet ». Et elle avait fait un travail un peu comment dire
un peu fort, un peu engagé d'appliquer le langage de la politique de la ville sur ces quartiers prioritaires dont on a parlé, sur un quartier Moncelet quand même du triangle d'or de la ville de Nantes. Et c'était extrêmement percutant en fait de voir comment le fait d'appliquer ce vocabulaire sur un quartier aisé créait finalement la fameuse possible vision de la ségrégation socio-spatiale par le haut de ce quartier, et puis de ce que ça veut dire aussi un certain langage, parce qu'on parle beaucoup finalement là de stigmate, en fait, de la question du stigmate qui est une perception de l'autre, quoi, du rapport à l'autre. Et je me demande si, dans ce mot banlieue dont on a parlé tout à l'heure, et puis là, de ce dont on est vote, si on n'est pas aussi marqué par la question des ghettos nord-américains, qui, en fait, ce sont aussi des histoires qui circulent, en fait, hein, dans les représentations, en tout cas dans une histoire des représentations, où là, on est dans une histoire de la ségrégation socio-spatiale qui est vraiment ethno-raciale et qui est, finalement, Loïc Vacan en parlait, quoi, ethniquement et socialement homogène, finalement, alors que dans les banlieues françaises, on a une forme d'hétérogénéité. Mais toujours est-il que soit il y a un transfert de représentation marqué par tout ce qui circule, mais toujours est-il qu'il y a peut-être cette uniformité architecturale des grands ensembles, les bars, les tours, voyez, qui fabriquent finalement visuellement un monde à part pour lequel on peut engager des représentations du à part, donc entre eux, donc les mêmes, etc. Et donc de fabriquer de l'extérieur le stigmate, d'où la nécessité évidemment de faire des enquêtes, ou de se balader, ou de se faire des amis dans tous les quartiers des villes, quoi, c'est sûr. Et d'aller sur le terrain. Ouais. Et justement, c'est ce que nos deux chroniqueuses en herbe ont fait. Célie et Laurie, elles sont allées à la rencontre des habitants de plusieurs quartiers de Nantes, enfants et adultes. On les écoute. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Meis. Et t'habites où? J'habite au Sables d'Olonne, à Nantes. C'est quoi les Sables d'Olonne à Nantes? C'est un quartier, y a beaucoup de toboggans. C'est amusant de jouer là-bas et on peut faire des foot. Est-ce que tu peux me décrire un peu plus le quartier pour les gens qui ne connaissent pas? Okay. Il y a une pataugeoire et il y a un Intermarché à côté. Et dans la pataugeoire, il y a beaucoup de chaises. Et dans le basket, on peut jouer au basket. Et à côté de la pataugeoire, il y a beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de bâtiments collés. Il y a des maisons autour. Toi, tu viens comment? Comment tu fais tes déplacements? Moi, je vais en voiture ou tramway ou à pied. Qu'est-ce que tu aimes dans ton quartier? J'aime bien parce que dans l'été, il y a la pataugeoire, il la remplie d'eau. Et on peut jouer. On peut s'amuser, on peut faire des cache-cache, on peut faire des activités avec des gens, ils nous ramènent à la plage, etc. Dans le quartier des Sables d'Olonne de Bellevue, à l'ouest de Nantes, Célie a rencontré également Johanna, Merveille, Zina et Abdullah. Ils ont tous entre 8 et 10 ans. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans le quartier? Me promener avec mes copines, faire des tours, parler, jouer. Et vous jouez avec quoi? On joue au loup, on fait des cache-cache entre amis, parfois on amène des trottinettes, tout ça. Je m'appelle Abdullah et j'ai 9 ans. Qu'est-ce que tu préfères dans ce quartier? Le terrain de foot, parce qu'on peut faire des jeux collectifs. Qu'est-ce que tu préfères dans ton quartier, Merveille? Je préfère... j'aime bien être dehors, même si je n'ai pas tout le temps le droit. Et je préfère être... je préfère être... Et tu as dit tout à l'heure, il y avait plein de bâtiments. Est-ce que tu es amie avec des gens qui habitent que ton bâtiment? Comment ça marche? Non, j'ai pas d'amis dans mon bâtiment, mais j'ai des amis dans des autres bâtiments. Par exemple, moi j'habite dans la cage 11 et eux ils habitent dans la cage 25. Et est-ce que vous allez souvent les uns chez les autres? Oui. On joue à Uno, on fait beaucoup de trucs. On fait des crêpes, on fait beaucoup de trucs quoi. Bonjour, je m'appelle Zina, j'ai 10 ans, je vis à 1 rue des Sables d'Olonne. Si je pouvais changer quelque chose dans mon quartier, ce serait
d'enlever un peu les arbres et d'agrandir un peu les maisons, parce que c'est un peu petit. Quittons Bellevue pour rejoindre Laurie, qui est à la maison de quartier du Clos Taureau, au sud de Nantes. Elle croise là-bas Benjamin, 62 ans, et Lucas, 22 ans. Est-ce que vous aimez votre quartier ? Oui. J'aime bien mon quartier, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier ? Il y a le transport au prix et on est presque au centre-ville de Nantes. On est à 5 minutes de centre, oui. Si tu devais changer quelque chose dans ton quartier, ce serait quoi ? La maison des confluences. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus à nous, elle est aux gens extérieurs au quartier. Parce que nous, dans le quartier, on n'a pas de lieu où on peut se réunir entre nous, tu vois. Donc on se réunit dans des lieux qui sont pas propices à nous, tu vois. On dérange les autres peut-être, mais aujourd'hui on n'est pas aidés. On n'a pas de maison de déconfluence, on n'a pas de local. Du coup, on fait avec ce qu'on a, quoi. Tu vis ici depuis combien de temps ? 2008, ça veut dire ça fait 15 ans. Et la banlieue est souvent mal vue. Est-ce que pour toi c'est justifié ou pas ? Bah non, parce qu'ils viennent pas voir comment c'est à l'intérieur, donc ils jugent sans savoir, en vrai de vrai. Et pour toi, quand tu parles à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y aurait à savoir ? Bah c'est que déjà chez nous, peu importe d'où tu viens, t'es accepté, ce qui est très rare ailleurs, tu vois. Et on est tous comme une famille, tu vois, donc en soi, voilà, ce que j'aurais à leur dire, c'est qu'on est une famille et qu'on est tous différents dans cette famille, tu vois. Mais l'inverse à l'extérieur, c'est que nous, on l'a tous accepté ici, tu vois. Merci à Célie et Laurie pour leur micro-trottoir de qualité et aux personnes qui ont accepté de répondre à leur micro. On écoute tout de suite le titre Au film de Abaz et on revient juste après pour la suite de l'interview. C'était le morceau Au film de l'artiste Abaz et nous sommes de retour en plateau du Labo des Savoirs avec Nicolas Rimbaud et Amélie Nicolas pour parler des banlieues nantaises. Après avoir dressé leur portrait en première partie d'émission, déclinons désormais ces quartiers sous le prisme de deux thèmes essentiels, le logement, dont on a déjà un peu parlé et qu'on va approfondir ensemble, et le travail. Alors quand on pense logement, la première image qu'on a en tête, en tout cas pour les quartiers prioritaires ou les quartiers populaires ou les banlieues, c'est les fameuses barres HLM pour habitation à loyer modéré. Je redis quand même parce que HLM, on n'a pas toujours la signification en tête et c'est construit donc après-guerre, années 60, 70, 80 aussi. Est-ce que le logement social, c'est toujours ça en France, ces grands ensembles, ou est-ce que ça évolue et ça change, Amélie Nicolas ? Oui, ça a beaucoup changé. Peut-être revenir sur cette... c'est vrai, on parle grands ensembles comme ça. Donc, on est sur une architecture... empreinte de la théorie de la modernité architecturale, donc ce fameux loger le peuple, dont parle Flamand notamment, et on est sur des techniques de standardisation et de préfabrication qui nous permet de construire selon le chemin de grue du logement de manière très rapide, efficace, dans une période dont
on expliquait tout à l'heure qu'on en avait besoin suite au contexte de l'après-guerre. J'ai quelques chiffres là parce que je trouvais ça assez intéressant. En 1948, on a, donc juste après la guerre, 40 000 logements qui sont construits pour 320 000 en 1959. Et on mettait 3 500 heures pour construire un logement en 1950, on met plus que 1 250 heures pour le construire en 1960. Donc on comprend qu'on a une extension de la ville et de la production de ces logements qui va vraiment accueillir du monde. Peut-être juste rappeler que l'accès en fait à ces logements dans les années 50-60, c'est une conquête du confort et du bien-être potentiel, alors qu'on quitte plutôt des logements plus insalubres, ou en tout cas sans toujours les équipements, l'eau et le confort moderne. Donc il y a une utopie sociale du vivre ensemble dans ce type de logement au démarrage en fait de ces quartiers et de grands ensembles. Et on a effectivement une forme de mixité sociale, c'est pour prendre le mot qu'on adore, mais où on a voilà, des trajectoires résidentielles, socio-résidentielles très, très variées, quoi. Cette utopie sociale se retrouve, et les sociologues l'ont beaucoup documenté. Je pense qu'à Nantes, on peut citer l'enquête de Michel Pinson, qui a travaillé sur le sillon de Bretagne, qui est donc dans les années 70, crise structurelle, économique arrivant. Cette utopie se retourne, et cette enquête de Michel Pinson sur le sillon de Bretagne est vraiment intéressante. Elle est dans les années 70 et elle démontre qu'on a une diversité d'habitants, mais des relations de voisinage et de groupes et de rapports de domination, de conflits en fait, on est dans le sillon de Bretagne, qui est quand même un exemple assez manifeste à Nantes, d'une bar et tour à la fois, livrée en 74 et qui va rentrer dans les dispositifs de politique de la ville dès la fin des années 70, donc très peu de temps après sa livraison. Et donc voilà, on est dans quand même une sorte de crise, en quelque sorte, sociale de ces grands ensembles qui engage, on en a parlé tout à l'heure, cette politique de la ville, réparer en quelque sorte ce que ces formes architecturales et sociales ont généré. Donc voilà, et sachant qu'on a une circulaire Guichard en 73 qui dit on arrête de construire ces bars et ces tours, et on va avoir finalement même l'État va engager une relance de l'habitat pavillonnaire à ce moment-là. Donc il va y avoir aussi une transformation sociale de ces quartiers dans les années 70 et principalement 80, où les classes moyennes, qui étaient à un moment de leur parcours résidentiel dans ces grands ensembles, quittent ces quartiers. Donc voilà, on est sur ces sujets-là. Oui, les classes moyennes qui reviennent dans les maisons individuelles et laissant ceux qui restent dans ces bars, ces grands ensembles, sont les plus défavorisés. Oui, ceux qui sont captifs en quelque sorte du logement social locatif de ces quartiers-là, quoi. Donc, on a, pour la plupart, c'est des grands logements en plus, donc c'est vraiment des logements familiaux. Donc aujourd'hui, oui, j'en arrive en fait à la fin de la question que vous me posiez. Aujourd'hui, cette question de la mixité qui est au cœur de la reprise du renouvellement urbain de ces grands ensembles, c'est de la mixité typologique des logements aussi, c'est-à-dire changer la base de ces grands logements avec des plus petits logements pour attirer peut-être d'autres personnes. C'est de la mixité générationnelle, c'est de la mixité sociale, bien sûr. Donc, en fait, on a inventé finalement une gamme de produits immobiliers sociaux, je ne sais pas trop comment le dire, dans ces politiques de mixité. Et puis, le logement social se déploie aussi dans les interstices de la ville-centre. Tu parlais de l'île de Nantes tout à l'heure. Alors là, on est sur un grand projet urbain, mais voilà,
le logement social, il est répandu à travers tous les quartiers de la ville, sauf certaines communes qui peuvent parfois préférer payer l'amende plutôt que... Tels les Gaulois qui ne veulent pas voir des logements sociaux arriver chez eux. Donc, vous dites qu'il y a ces logements sociaux un peu protéiformes qui ressemblent maintenant à plein de choses assez différentes. On est loin du coup de ces fameuses barres d'immeubles qui restent, qui sont encore là et qui sont encore utilisées. À Nantes, j'ai regardé un peu Alors, Nicolas Rimbaud, peut-être rebondissez dessus tant qu'on y est. C'était pour rebondir et puis compléter sur certains points. Puis je voulais rebondir un peu sur la notion de captivité qui est aussi beaucoup débattue et rappeler que majoritairement ces quartiers-là, en fait, quand on enquête les habitants, c'est une amélioration des conditions d'habitat. Le fait d'arriver dans les quartiers des années 60-70, donc d'accéder au logement le plus social aujourd'hui du parc social, parce qu'on est sur des populations qui avaient des conditions de logement très, très, très mauvaises avant d'accéder à ce logement-là, dans le parc privé dégradé. Donc rappeler ça et de relativiser un peu la captivité. Alors, elle existe en partie parce que l'offre de logement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour un ensemble de situations sociales. Mais c'est aussi, on voit, c'est des quartiers où il y a le même taux de déménagement que dans les autres quartiers. Donc en fait, la captivité, elle n'est pas forcément très différente dans ces quartiers-là par rapport aux autres. Et il y a une partie non négligeable des gens qui vont déménager vers de meilleurs logements, en tout cas de leur point de vue, et donc sur des trajectoires résidentielles ascendantes, et une partie qui peuvent accéder à la propriété. En tout cas, il n'y a pas de phénomène de captivité au sens vraiment fort du terme. Les gens ne sont pas bloqués dans ces quartiers-là, et globalement, il y a des gens qui arrivent et des gens qui repartent, même si le monde n'est pas rose et les conditions ne sont pas parfaites. On a quand même une offre de logement qui est vraiment essentielle pour les populations les plus modestes. En fait, c'est compliqué l'histoire du logement social parce que il y a plusieurs... déjà, je pense qu'il y a à peu près 80% de la population qui est éligible au logement social, en fait. C'est-à-dire que le logement social, ce n'est pas que le logement pour les plus pauvres. Mais il y a un panel de situations de financement du logement. Je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais de financement du logement social qui permet donc je ne parle pas des PLS, PLAI, enfin, je vous épargne toute cette histoire, mais en fonction du taux du crédit et du remboursement, par exemple, le parc des grands ensembles est déjà remboursé d'une certaine manière. Donc, on peut appliquer des loyers très bas versus des opérations plus contemporaines qui vont même s'installer dans ce qu'on appelle la vente en état futur d'achèvement, dans des opérations de promotion immobilière privée avec des logements sociaux donc avec une sorte de relation aussi à d'autres appartements qui seront, eux, privés. Et là où le taux le loyer sera un peu plus élevé, il sera destiné à d'autres personnes moins en difficulté ou pas. Donc il y a toute une palette en fait qui s'explique par les modes de financement en fait de ces opérations et de ces logements. Nicolas Rimbaud, dans un article que vous avez écrit en 2022, vous disiez que 45% de la population de la métropole nantaise pouvait être intégrée dans les classes populaires et qu'elles étaient de moins en moins visibles dans la métropole. Ça veut dire quoi ? C'est un peu le constat que je faisais tout à l'heure, c'est que le principal groupe social encore aujourd'hui, dans la société française en général, ou dans l'agglomération nantaise, ce sont les classes populaires, et c'est une petite moitié. Et donc les proportions sont à peu près les mêmes à l'échelle nationale ou à l'échelle nantaise. Et donc c'est d'abord ce constat-là que finalement on ne sait pas que la majorité de la population est populaire au sens où elle n'est pas cadre, elle n'occupe pas des emplois considérés comme étant qualifiés de manière forte. Et donc elle est populaire à ce titre-là. Et ensuite il y a une dimension géographique. C'est que en fait, cette population donc va occuper deux types d'espaces périphériques, mais très différents. C'est en partie donc ce dont on parle en partie. Donc les quartiers où se concentre le logement social. Et donc elles sont potentiellement stigmatisées par ce lieu de résidence, avec tous les aspects qu'on a déjà évoqués ensemble. Et puis un deuxième type d'espace qui est la couronne périurbaine lointaine, qui est l'espace d'accession à la propriété des classes populaires.
Et là, peut-être ça fait le lien avec des choses qu'on a dites précédemment. Donc, on a une partie des classes populaires qui est partie s'expatrier, comme je crois on a dit tout à l'heure, enfin, qui est partie en tout cas s'éloigner. Pourquoi? Essentiellement parce que c'était le seul moyen pour elles d'accéder à la propriété, notamment de maisons, de pavillons. Voilà, quand les prix de l'immobilier sont beaucoup trop élevés pour elles dans la partie centrale de l'agglomération, y compris maintenant dans la banlieue, qui est devenu trop cher, on va plus loin et donc on va dans des espaces où on retrouve des villages autour desquels on a aménagé des lotissements pavillonnaires. On a l'image en tête, c'est ça le périurbain. Et donc c'est une partie des classes populaires qui est là-bas, mais je pense que c'est important de dire que toutes les classes populaires n'y sont pas, et que c'est pas la totalité des classes populaires, ni même la majorité. Finalement, les classes populaires, elles se concentrent donc dans ces deux espaces, mais on la retrouve dans d'autres types de quartiers. Et puis ensuite que toutes les classes populaires ne sont pas parvenues et parviennent de moins en moins à accéder à la propriété. Et donc c'est la partie la plus stable des classes populaires qui est partie dans la couronne périurbaine. Donc c'est pas la plus vulnérable. Les classes populaires les plus précaires sont restées dans l'espace urbain central, péricentral, et notamment dans les quartiers de grands ensembles de logements sociaux. Donc c'est important à rappeler, je pense. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis avec. On parlait tout à l'heure de la diversité en fait de ces programmes de logements sociaux aujourd'hui, que ce soit tant spatialement que l'accession sociale à la propriété. On garde quand même un prisme de la trajectoire résidentielle, socio-résidentielle doit passer par voilà cette question de l'accession à la propriété, et ça pose pas mal de questions alors que d'autres pays ont d'autres cultures en matière, enfin, dans le rapport entre le locatif et la propriété. L'objectif final, c'est de pouvoir devenir propriétaire et de ne plus payer un loyer. Et là, on a réussi, quoi. Oui, il y a cette représentation-là qui reste active. Pour tous les groupes sociaux. Pour tous les groupes sociaux. On parle de choses passionnante et on ne voit pas le temps passer. Il nous reste que très peu de temps pour aborder la question du travail. Moi, je me souviens d'un titre de Starmania qui s'appelle « Quand on arrive en ville », la piste 2 pour ceux qui connaissent, et qui mentionne les banlieues dortoirs, dormir dans les banlieues, aller travailler ailleurs, parce que travailler là où on habite, en fait, c'est devenu de plus en plus rare. Il suffit de voir les transports en commun qui sont bondés le matin. Alors, les classes populaires dont on parle depuis presque une heure, elles travaillent où ? Nicolas Rimbaud. Elle travaille souvent dans les banlieues, mais pas les banlieues au sens des quartiers prioritaires de la ville, les banlieues au sens des communes limitrophes autour de la ville-centre. Et non seulement les classes populaires, mais les habitants de Nantes Métropole en général travaillent plus souvent dans les banlieues nantaises que dans la ville-centre de Nantes. Alors contrairement à Starmania, les banlieues ne sont pas tant que ça des banlieues dortoirs, c'est des banlieues où il y a des endroits où on travaille et d'autres endroits où on habite, où on dort, où on a des loisirs, etc. etc. Et ça renvoie à la définition donc, de départ et au fait que ces banlieues sont constituées par une extension urbaine qui est entre autres celle des zones industrielles et des zones commerciales. Et c'est là qu'on travaille en fait, en général et en particulier pour les classes populaires, puisque les classes populaires, ce sont des ouvriers et des employés. Et parmi les principaux emplois de ces groupes, du côté des ouvriers, on a les gens qui travaillent bien sûr dans l'industrie, et on a notamment des gens qui travaillent dans les entrepôts qu'on va retrouver dans ces espaces-là. Et puis du côté des employés, on a notamment les employés de commerce. Et donc, quand on prend en compte ces différents types d'emplois, en fait, c'est beaucoup d'emplois. Et c'est 50% des emplois de Nantes Métropole qui sont dans les banlieues. Emplois donc des classes populaires, mais aussi un certain nombre d'emplois intermédiaires et puis un peu d'emplois de cadres, puisqu'on va trouver aussi un peu de bureaux dans ces espaces-là. Pensez à Atlantis, hein. On a des bureaux, on a un grand centre commercial et puis juste derrière, on a des entrepôts, on a des ateliers, on a des artisans, etc. Donc c'est ça, c'est en cela qu'on travaille dans les banlieues et de moins en moins finalement dans la ville-centre. Alors le fait de travailler dans les banlieues ou dans la ville-centre, ça a pas mal de conséquences, un certain nombre de conséquences, notamment sur les mobilités, selon là où on habite, là d'où on vient. Et puis aussi, cette évolution d'emploi, en fait, on travaille beaucoup dans les banlieues, mais on travaille aussi de plus en plus en dehors des banlieues, plus loin dans les couronnes périurbaines. Et ça, c'est très fort pour les classes populaires, plus que pour les autres groupes sociaux. Et c'est là que donc il y a la croissance des nouveaux emplois ouvriers et des nouveaux emplois employés. Pour les ouvriers, pensez aux grands entrepôts, à là où s'installe Amazon en général autour des villes. C'est pas dans les banlieues, c'est plus loin. Et puis du côté des employés, pensez notamment à tous ces emplois de service à la personne, notamment ce qu'on appelle le care.
Donc il faut aller là où habitent les gens, là où habitent les gens qui en ont besoin, les personnes âgées, les enfants, et donc notamment dans la couronne périurbaine. Et cette géographie du travail, c'est une géographie du travail qui suppose que ces gens des classes populaires puissent se déplacer dans différents points. Et pour cela, ça crée une forte dépendance automobile. Et je voulais revenir là-dessus et de faire le lien avec les mobilités. Vous avez tout déroulé. Vous avez tout déroulé mes questions. Eh ben, continuez de dérouler, c'est fantastique. Et donc cette dépendance automobile, donc elle est à la fois spatiale, parce que donc ces emplois sont mal desservis en transport en commun, qui sont surtout orientés vers le centre-ville. Elle est aussi temporelle. C'est des emplois, c'est des horaires décalés, matin, nuit, après-midi. C'est des temps partiels subis. C'est du travail mobile, le fait de se déplacer sur plusieurs lieux. Pensez aussi aux gens qui font les ménages. Et donc tout ça crée de la dépendance automobile. Et c'est là qu'il y a un souci important de justice environnementale pour les classes populaires contemporaines, où qu'elles habitent finalement. Puisque dans tous les espaces, que ce soit les classes populaires qui habitent dans les grands ensembles, donc dans le cœur de la métropole, que ce soit les classes populaires qui habitent dans les banlieues ou dans le périurbain, à chaque fois dans ces espaces-là, ce sont les classes populaires qui ont le moins bon accès à la voiture, moins que les autres groupes sociaux, alors que leur dépendance à la voiture y est souvent plus fort, parce qu'il y a des difficultés maintenant de financer l'automobilité, elle est de plus en plus chère. Et donc il y a un certain nombre d'entraves à la mobilité qui est forte pour les classes populaires à cause de cette dépendance à la voiture, qui n'est pas un choix mais une contrainte. Et donc on va se retrouver dans une situation où on voit se mettre en place une transition, en tout cas une volonté de transition vers le hors-voiture, de se passer de la voiture, ou alors d'avoir des voitures électriques, donc plutôt des voitures chères en réalité. Et de l'autre côté, on a les groupes sociaux, et les groupes sociaux qui sont les plus dépendants de la voiture, qui sont coincés avec cette voiture. Donc sont ceux qui vont avoir du mal à s'équiper de la bonne voiture, vont pas pouvoir se passer de voiture par ces contraintes-là, et aujourd'hui sont relativement plus sobres que leurs voisins parce qu'ils ont des difficultés financières. C'est pas un choix. Et ces gens-là, c'est ces gens qui vont être les mauvais élèves de la transition, alors qu'ils y sont absolument pour rien. Et ça, c'est une situation que subissent les classes populaires, pas tellement par leur choix résidentiel, mais avant tout par le travail qu'ils occupent, et un travail qui est essentiel. C'est le fameux travail essentiel de la période Covid. Covid dont on parlait beaucoup. C'est ces emplois-là. Et on aperçoit quand vous racontez tout ça aussi qu'il y a une distinction, donc on a parlé de distinction un peu arbitraire,